Bonjour à toutes et à tous. Là, je crois que c'est l'avant-dernier de la saison, l'avant-dernier Let's See White de la saison. Euh, et voilà, ça nous accompagne pendant ce début d'été et puis cette fin d'année universitaire. On a le plaisir aujourd'hui d'accueillir une jeune chercheuse qui est Clara Romani, historienne, qui va vous raconter son sujet de recherche. Et puis, je cède tout de suite la parole à Valérie Toureille, qui va vous présenter un peu plus large le cadre de ses travaux et de cette présentation. Valérie, je peux te laisser la parole? Oui, merci François. Merci. Clara est une étudiante qui nous vient tout droit des États-Unis, de la prestigieuse université de Stanford en Californie. Elle est arrivée sur les bancs de notre université à la faveur d'une bourse d'excellence, la chaire Fulbright, qui peut accompagner nos étudiants en doctorat, mais également en master. Avant qu'elle s'engage dans des recherches au niveau du master à CY, en fait, Clara avait déjà témoigné de ses talents de chercheuse. À Stanford, elle a rédigé un mémoire qui touchait déjà au Moyen-Âge sur les femmes cathares. Elle a prolongé en fait ses études sur les femmes sous ma direction. Donc, je suis professeure d'histoire médiévale à CY. Non plus sur les hérétiques, mais sur une grande figure de la spiritualité à la fin du Moyen-Âge, une intellectuelle aussi, hein, d'une certaine manière, Colette de Corbie. Et c'est grâce à ce mémoire, donc elle a rédigé en Master 1, qu'elle a reçu le prix des éditions L'Harmattan, hein, le prix de Master. Mais je vais surtout laisser la parole à Clara, qui vous en parlera bien mieux que moi. Merci beaucoup. Je vais vous faire une petite partage d'écran. J'espère que tout le monde peut voir. C'est bon? Oui, on voit bien. Oui. Ok, très bien. Je vous présente un peu sur mon mémoire sur la réforme de Colette Corbie, qui a vécu de 1381 à 1447, et les méthodes et les mécanismes de la réforme qu'elle a fait. Pour vous présenter un peu mon projet, Madame Touré en a déjà parlé un peu, mais j'ai réalisé ces recherches en tant qu'une étudiante de M1 dans le master de Histoire, Civilisation et Patrimoine à Cergy. Donc, ça veut dire que j'ai dû rédiger un mémoire d'environ 100 pages où j'ai dû travailler avec des documents originaux et des documents d'archives, ce que j'ai fait à distanciel à cause du Covid, mais avec des documents originaux quand même. Et pour cette mémoire, ma spécialisation, c'est l'histoire religieuse et l'histoire du genre. Du coup, j'ai travaillé avec cette figure, Colette de Corbie. Et à la fin, comme Madame Touré a déjà expliqué, j'ai postulé pour le prix de la maison d'édition de l'Harmattan et j'ai été sélectionnée. Du coup, on pense qu'on va avoir une publication du mémoire en l'automne de cette année ou peut-être en hiver. Donc, pour le sujet de mémoire, qui était Colette Corbie? Pour l'essentiel de sa biographie, elle était née en 1381 à Corbie, où elle était fille d'un charpentier et de sa femme. Avant de faire sa réforme, elle était béguine, ce que veut dire qu'elle elle a vécu une vie religieuse, mais laïque, et aussi elle était aussi une sœur bénédictine laïque. Mais après ça, elle trouvait que ce n'était pas assez strict. Du coup, elle est devenue incorrecte, ce qui veut dire qu'elle habitait toute seule dans une cellule pendant 4 ans pour vivre une forme de vie religieuse, mais quand même laïque. Et là, après ces 4 ans de réclusion, elle a eu une vision qui l'a dit de devenir réformatrice.
Du coup, elle s'était dit que c'était un peu assez, ces 4 ans de réclusion, et elle est sortie de sa cellule pour aller à- à Nice, où elle a rencontré l'antipape Benoît XIII, qui l'a donné la permission de reformer l'ordre des Clarisses avec ses propres constitutions qu'elle avait rédigées elle-même. Après ça, elle devenait fondatrice de 24 couvents en diverses régions. Il inclut 17 couvents de Clarisses colettines, ça veut dire des femmes, et 7 couvents des colletants, des hommes, donc des femmes et des hommes également. Le premier couvent était à Besançon, et puis elle fondait des autres en Bourgogne, aux Pays-Bas, et en France, et en Allemagne en général. Et c'était avec l'aide de plusieurs nobles, des familles de bourguignons, mais aussi des Armagnacs. Et du coup, elle devenait la première femme à reformer un ordre contemplatif. Ça veut dire un ordre des monastiques qui vivaient en cloîture. Elle avait aussi des liens avec l'observance, ce qui était une branche plus institutionnalisée de la réforme franciscaine. Pour vous parler un peu plus précisément de mon sujet et mes recherches, j'ai décidé d'approfondir sur la mise en œuvre de la réforme de Colette, vu que sa biographie et sa vision spirituelle étaient déjà assez bien étudiées. Du coup, je voulais vraiment investiguer la question de comment Colette a mis en pratique sa réforme. Je trouvais ça très intéressant parce qu'elle a fondé autant de couvents et dans un contexte politique qui était très difficile et très compliqué. C'était pendant la guerre de 100 ans qu'elle avait travaillé. Du coup, il devait y avoir de grandes difficultés à mettre en place un projet d'une telle ampleur dans autant de régions différentes, à une époque de guerre internationale et civile, les deux. Mais elle a quand même fondé ses 24 couvents en France, en Bourgogne, aux Pays-Bas et dans le Saint-Empire romain germanique. Du coup, comment est-ce que Colette a trouvé le moyen de fonder toutes ces institutions et comment est-ce qu'elle a pu les gérer? Pour investiguer ça, j'ai utilisé des sources hagiographiques, ça veut dire des biographies religieuses écrites sur un centre que vous ne connaissez pas, des lettres de Colette elle-même et des autres membres du Réforme et de la noblesse de l'époque, les constitutions qu'elle a écrites pour son ordre et aussi des autres documents d'archives. Dans mon mémoire, j'ai pris une approche partagée en 3 parties différentes. Du coup, pour vous expliquer un peu qu'est-ce que j'ai trouvé et comment est-ce que j'ai présenté ces informations, j'ai commencé pour expliquer la structure et la centralisation du mouvement. Du coup, ça veut dire, premièrement, d'abord, la hiérarchie et le fonctionnement des fondations collectives. Comment est-ce qu'ils étaient organisés et comment est-ce qu'elles étaient gérées aux vies quotidiennes? Qu'est-ce que c'était la vie quotidienne dans les couvents? Puis après, j'ai passé à la centralisation du mouvement et l'autorité de Colette parce qu'elle était sûre de retenir beaucoup d'autorité personnelle dans ce mouvement. Elle voulait absolument contrôler ce qui se passait dans le couvent et ne pas laisser trop de pouvoir à des autres abbesses ou des autres membres les franciscains. Et puis, j'ai aussi parlé spécifiquement des colletins, ceux qui étaient les hommes de la réforme, et leur lutte contre l'observance, c'était la branche plus institutionnalisée de réforme franciscain, pour expliquer comment ces couvents masculins étaient centrales à l'indépendance du mouvement colletin. Après ça, j'ai passé un peu au monde extérieur et aux relations que Colette a eues avec des autres figures importantes de son époque. Il inclut des membres du clergé, dont il y avait des autres franciscains, mais aussi des évêques et même des papes et des antipapes, les deux. Elle était très politique, du coup elle travaillait
avec les deux côtés de cette rupture d'église. Après ça, il y avait aussi beaucoup de connexions avec la noblesse de son époque. Donc, elle travaillait beaucoup avec les Bourguignons, mais aussi avec des Armagnacs. Et elle a même été... elle a même reçu l'éloge d'un roi. Donc, elle était aussi très connectée au monde laïque. Et puis, à la fin, elle a aussi reçu l'aide de plusieurs figures non nobles, y inclut des bourgeois des villes, donc des marchands et des autres figures politiques non nobles. Et puis, à la fin, j'ai parlé un peu de comment est-ce qu'elle a maintenu toutes ces structures et le fonctionnement de son ordre. Et pour ça, j'ai parlé un peu de sa correspondance parce qu'elle était très sûre de bien communiquer avec des autres membres de l'ordre pour savoir ce qui se passait dans les autres couvents et garder sa puissance elle-même. Et puis, à la fin, elle a aussi beaucoup voyagé pour visiter des autres couvents et fonder des couvents dans plusieurs régions, même pendant cette période de guerre. Donc, elle et aussi des autres membres de Réforme, ils ont beaucoup voyagé pendant cette période pour rassurer le bon fonctionnement des institutions qu'elle a fondées. Et puis finalement, je vous explique juste un très petit peu le prix L'Harmattan que j'ai reçu, que j'ai eu la chance de recevoir. Du coup, comme c'est expliqué sur le site internet de L'Harmattan, cette prix, c'est un prix scientifique annuel qui veut récompenser et distinguer les travaux des étudiantes dans plusieurs domaines. Il inclut des sciences humaines, sociales et littéraires. Donc, après la recommandation de Madame Trouvé, j'ai postulé en automne de 2021 pour cette prix. Et j'ai appris que c'était m'accordé en février de 2022. Et du coup, j'ai signé un contrat pour une édition de mémoire qui est prévue en automne-hiver de cette année scolaire. Du coup, ça c'est un peu tout pour moi de ma présentation de base. Je ne sais pas si on veut passer aux questions, peut-être. Merci beaucoup, en tout cas, Clara. Alors peut-être pour relancer les questions, il faut souligner que dans le public, on a essentiellement des femmes aujourd'hui, ce qui n'est pas par hasard. Les travaux de Clara s'inscrivent dans les Gender Studies. Ce qui est remarquable quand même dans le cas de Colette de Corbie, c'est que on laisse au Moyen-Âge, contrairement aux idées reçues, on laisse une femme à la fois rédiger des statuts pour un ordre, on la laisse réformer, et il y a des hommes qui l'accompagnent dans cette démarche. Donc on est loin d'une image très négative et très, comment dirais-je, subordonnée de la femme au Moyen-Âge. Et Clara, d'ailleurs, prolonge en Master 2 cette année avec moi une autre étude sur une femme qui sent davantage le soufre. Alors, hérétique, avec ou sans écrit, il y a des débats, mais voilà, c'est une autre figure spirituelle, mais plutôt contestée par l'Église, qui intéresse et qui retient les recherches de Clara cette année. Mais je ne veux pas monopoliser la parole. Mais alors, qui est cette nouvelle figure là sur laquelle vous allez travailler? Ou c'est secret défense? Non, non. Non, pas du tout. Du coup, cette année, je travaille sur une autre femme qui s'appelle Marguerite Porrette, qui, comme Madame Touré a expliqué, était plutôt en marge de la société et de l'Église chrétienne à l'époque, parce qu'à la fin, elle était brûlée par l'Inquisition à Paris en 1310. Mais elle aussi, elle était mystique et un peu
influentiel avec sa vision de religion et sa vision spirituelle. Donc, je fais une recherche sur elle, son travail, et plus spécifiquement la question de sa censure et ce qui c'était la censure au Moyen-Âge avant l'imprimerie et tout ça. Non. Est-ce que je peux poser une question? Oui, vas-y, Marietta. Oui. C'est une question d'ignorance, mais comme j'ai fait quelques études au lycée, et puis après un petit peu comme amatrice dans l'histoire, ces femmes du Moyen-Âge, d'abord, elles devraient être exceptionnelles, certainement, mais dites-moi, pourquoi des réformes? Comment l'idée de réformer? Parce que je pense que les moines et les nonnes, à cette époque, ils étaient en... Alors, je n'ai pas très bien compris, je m'excuse, hein, c'est tout à fait question d'ignorance. Pourquoi elle a réformé? Et il n'y avait pas des ordres, parce qu'on attend, il y a eu des ordres, il y a eu des batailles entre les ordres, on a appris dans l'histoire. Alors, dites-moi, puisque vous avez très très bien approfondi, bien sûr, sûrement, et c'était parfait ce que vous avez fait, mais dites-moi, vous pouvez me répondre à cette question, qu'est-ce qu'il y avait avant Colette? Voilà, Oui, j'aimerais savoir. C'est une très bonne question, merci. Du coup, essentiellement, elle avait dit qu'elle voulait créer cette réforme parce qu'elle a eu une vision divine qui l'a dit de faire la réforme. Mais plus concrètement, c'était parce qu'elle trouvait que l'ordre franciscain et la façon dont on a vécu la vie en couvent et monastique à son époque n'était pas assez stricte. Parce qu'elle a vécu presque 200 ans après, enfin, pas presque, mais un peu moins, mais presque 2 siècles après la fondation de l'ordre franciscain et tous ces mouvements-là qui étaient censés être très stricts, très liés à l'idée de pauvreté et de vie religieuse qui n'était pas très matérialiste, qui n'avait pas de grandes richesses, qui était stricte et juste fait pour la dévotion. Mais elle trouvait qu'après ces 2 siècles, l'ordre franciscain s'était devenu pas assez strict, qu'il y avait trop de richesses, trop de puissance et des gens qui s'éloignaient de la vision originelle de Saint François. Du coup, elle voulait créer une branche réformée pour assurer une pratique plus modeste et une pratique plus stricte de la vie franciscaine. Et elle n'avait pas confiance dans les autres membres de l'ordre de le bien faire, même s'il y avait des autres réformes qui se passaient à l'époque. Du coup, Ah oui, d'accord. Donc, elle a vécu toujours dans cet ordre franciscain, c'est ça? Et elle voyait les choses qui n'allaient pas. Est-ce que c'est ça? Elle s'est donc concentrée à ses expériences qui étaient certainement tristes et décevantes et elle a voulu apporter donc une réforme. C'est ça, dans le cadre de sa vie auparavant comme mystique et disons isolée, disons, de la société. Et elle a vu que la vie de la prière constamment et dévotion au Christ, donc ce n'était pas suffisant comme ça s'organisait là où elle a vécu, c'est ça? Oui, c'est un peu ça. Du coup, elle trouvait, je pense, que la vie privée qu'elle a vécue avant en tant qu'en Corrète, isolée, toute seule, apparemment, ce n'était pas assez ou ce n'était pas ce qu'elle voulait faire avec cette vision et cette dévotion religieuse. Du coup, elle voulait faire un plus grand travail pour réformer tout l'ordre. Oui, elle devrait être une personnalité exceptionnelle pour attirer, disons, l'attention des gens, des dirigeants. C'était pas seulement sa dévotion au Christ et à la religion, mais c'était aussi, elle devrait être une personnalité exceptionnelle. Et elle a laissé des écrits, j'ai pas très bien compris. Elle a laissé des écrits, vous avez lu? Oui, quelques écrits.
dont on a les constitutions qu'elle a écrites pour son Oui, ordre du oui, c'est ça. temps de vie. Et aussi, il y a plusieurs lettres qu'elle a écrites aux autres membres de son ordre du Réforme, mais aussi aux autres gens de l'Église. Donc, on a quelques écrits d'elle. Et il y a aussi 2 biographies écrites à l'époque. Oui, elle n'était pas du tout agressive. Elle s'adressait aux ecclésiastiques seulement ou à la société générale? Non, elle n'avait pas d'écrits adressés à la société en général, genre pas des œuvres. Enfin, c'est un peu compliqué parce qu'au Moyen-Âge, les lettres, même s'ils sont censés être techniquement privées, on savait bien que tout le monde pouvait les lire et qu'ils allaient circuler à Oui, plusieurs personnes. Donc, c'était pas forcément, quand on avait écrit en lettres au Moyen-Âge, c'était pas forcément quelque chose de complètement privé. oui. On savait que c'était un acte public, mais elle n'avait pas de livre destiné à un public plus large. Oui. Merci. Alors, Merci. merci Marietta. Est-ce qu'il y a d'autres questions pour Clara? Non, pas forcément. C'est deux commentaires. D'abord, il me semble que, enfin, sur ces créations d'ordre à répétition, ça fait écho à, chez moi, j'avais croisé, je crois, un théologien, enfin des écrits d'un théologien protestant qui disait, voilà, le christianisme n'a pas la chance d'avoir le Talmud comme les Juifs, et du coup, on crée des ordres pour pouvoir discuter les uns avec les autres et puis relativiser la notion de vérité. La notion de vérité a un statut assez particulier en Occident, qui n'est pas forcément le même dans d'autres parties du monde. Et donc voilà, on n'a pas la chance d'avoir le Talmud, donc du coup, on crée des courants pour pouvoir échanger entre nous. Et évidemment, il faisait écho à la réforme de Luther et à ce qui s'en est suivi, mais on peut se dire ça. Et puis, le fait que là, vous, Clara et puis Valérie, vous intéressiez à ces figures féminines du Moyen-Âge, me rappelle que, alors c'était Le Goff ou Duby, peut-être Duby, avait fait une série d'ouvrages sur les figures féminines du Moyen-Âge qui étaient très bien. Donc, je vois que vous prenez la suite de ces grands auteurs et je vous en félicite. Est-ce que Clara et Valérie, vous souhaitez rajouter quelque chose? Moi, j'avais juste une question finalement. Ah oui, Alors vas-y Sandra. déjà, je voulais féliciter Clara parce que elle nous a fait découvrir un personnage absolument fascinant et d'autant plus à son époque. Et moi, ça m'a passionnée en tant qu'historienne de formation. Et j'avais une question un peu plus personnelle pour vous, Clara. En tant qu'Américaine, faire le choix des études médiévales, qu'est-ce qui vous a poussé en fait à vous intéresser à cette période en particulier? C'est une bonne question. Et c'est toujours un peu difficile d'expliquer parce que l'intérêt, parfois, ça ne s'explique pas, c'est juste un intérêt. Mais si je devais mettre des mots à cette question d'intérêt à l'histoire du Moyen-Âge, je dirais c'est un peu pour moi parce qu'on a autant des idées reçues sur cette période. On imagine, quand on est jeune, que c'était juste une époque obscure et où il n'y avait rien qui se passait, il n'y avait que des paysans dans la boue et des chevaliers qui se battaient. Et c'était un peu tout. Mais en fait, quand on fait un peu des recherches plus profondes, on découvre qu'il y avait en fait beaucoup de choses intéressantes qui se passaient à l'époque. Il y avait des vies politiques, des vies intellectuelles, des questions très intéressantes à investiguer. Du coup, j'aime bien découvrir ce qu'il y a derrière ces stéréotypes de cette période et la richesse de la vie à l'époque. Je comprends complètement. Moi, c'est une période que je trouve absolument passionnante aussi. Donc, merci encore pour
pour votre présentation et bravo, parce que n'oublions pas que ce n'est pas votre langue maternelle et c'est assez impressionnant, hein. Vraiment. Non seulement ça, mais Clara a aussi dû déchiffrer des parchemins donc, de la fin du Moyen-Âge, parce que les médiévistes sont aussi, c'est une formation technique paléographe, donc il faut déchiffrer des manuscrits, ce qui ne se lit pas comme un livre grand ouvert. Voilà. Mais effectivement, la question des femmes est un pôle très intéressant que je travaille et que je cultive dans tous les sens. D'ailleurs, là, je rédige un chapitre sur les femmes et l'héroïque fantasy. Donc, vous voyez, on nous attire parfois dans des pôles très éloignés de la recherche, mais c'est dire aussi l'intérêt et la fascination du Moyen-Âge et des femmes dans cette période en particulier, où effectivement les clichés sont très nombreux. Et peut-être un jour, je m'excuse, peut-être un jour vous allez vous intéresser des grandes idées médiévales qui existent aujourd'hui concernant la femme, justement, et vous allez approfondir l'attitude de la société en général qui est très médiévale, qui n'est pas encore très en progrès, et s'intéresser justement à cette étude de la femme et de l'activité intellectuelle de la femme qui malheureusement est très méprisée aujourd'hui. À notre époque, vous comprenez de quoi je parle, j'imagine. François comprend très bien. Oui, tout à fait. Tout à fait. Ok, merci Marietta. Et puis merci Clara et puis Valérie. Une information, donc le programme Fulbright, que la convention Fulbright que l'on a va être reconduite, donc on espère qu'on va pouvoir continuer à faire bénéficier des jeunes chercheurs, des jeunes chercheuses de ces dispositifs de mobilité avec l'idée de pouvoir continuer en thèse derrière. Donc voilà, vous pouvez continuer à activer vos réseaux pour le réseau Fulbright. Et puis la semaine prochaine, ça sera donc le dernier Let's See Why de l'année, et ça sera sur l'astronomie dans l'éducation. C'est notre collègue de l'INSPE, Emmanuel Rolinde, qui est professeur en didactique de la physique, voilà, et puis Gilles Rémy qui sera également présent, qui est au département de physique de l'Institut Sciences et Techniques, qui viendront vous raconter comment est-ce que il propage, il diffuse les questions d'astronomie auprès du jeune public, et ils seront accompagnés de Assia Nechache, de Julie Vittorino et de Evie Ketsea, des doctorantes et enseignantes. Voilà, donc il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une bonne fin de journée et puis un très bon week-end dans la foulée. Merci encore à nos intervenants d'aujourd'hui et puis à la semaine prochaine.